Et voilà, donc vous l'avez reconnue, elle est partout maintenant dans les médias, et encore plus dans les médias de gauche, et dans la rue également, hier à la manif contre la vie chère et contre l'inaction climatique. C'est donc Annie Ernaux, merci, qui vient de recevoir le prix Nobel de la littérature. Et donc aujourd'hui, notre chronique culture ne sera pas musicale, mais sera littéraire. Et tu voulais nous la présenter, Asma. Voilà, donc on l'a déjà évoqué un petit peu. Annie Ernaux a été nommée donc prix Nobel de littérature 2022 récemment. Donc c'est vraiment je dirais un symbole fort aussi pour la lutte sociale en soi et la sociologie des luttes sociales. Alors peut-être rapidement sur sa personne, elle est née en 1940 à Lillebonne et elle était en tout cas professeure de lettres avant de devenir écrivaine. Elle a des parents ouvriers. Elle est membre donc du Parlement populaire et donc j'ai structuré ma chronique culture en deux aspects. Premièrement, la démarche sociologique qu'a choisie Annie Ernaux, c'est-à-dire qu'elle redéfinit l'autobiographie dans le sens où elle considère que l'intime est toujours du social. C'est-à-dire que toutes les interactions qu'on peut avoir à l'intérieur de groupes de pairs, PAIRS, c'est-à-dire à l'école, au travail, même au sein de la famille, ce n'est pas quelque chose d'individuel, c'est pas un moi tout seul sans les autres, parce que le moi n'est pas seul, il se définit toujours par rapport aux autres, par rapport aux lois et par rapport à l'histoire. Et donc, c'est assez important de considérer ça, c'est-à-dire que l'intime, pour elle, est quelque chose qui est forcément et foncièrement social. Et donc, elle va tâcher de retracer la mémoire à travers, notamment, je vais parler de son œuvre La Place, parue en 1983. Dans ce livre, elle parle de la vie de son père et à travers ce roman biographique, elle va retracer la mémoire de bien d'autres ouvriers normands de l'époque. Mais elle a choisi pour ce faire de décrire en fait la situation de la manière la plus factuelle possible, la plus froide possible, sans émotion, avec un vocabulaire simple, pour la simple et bonne raison qu'elle ne veut pas faire passer le destin de son père comme celui d'un personnage. Et donc, si elle avait fait ça, si elle avait utilisé peut-être beaucoup d'émotions, ça aurait pu aussi délégitimer ou alors, je dirais, influencer la manière, le caractère sociologique et biographique de la lutte des classes incarnée par son père, ouvrier, puis via l'ascension sociale, petit propriétaire d'un commerce. Comme je l'évoquais, elle parle donc d'un souvenir d'enfance de manière fragmentée qui naît de la douleur du deuil de son père. Et elle décide donc de revenir en arrière sur la vie de son père. Père qui a donc quitté l'école à 12 ans pour travailler dans une ferme normande, puis a accompli le service militaire et après la guerre, donc comme je le disais, a ouvert son petit commerce. Donc on parle là vraiment d'une petite ascension sociale. Et elle revient notamment aussi sur des choses qui sont au-delà de la chronologie, qui sont aussi des choses qui transcendent en fait la chronologie de ses souvenirs. Elle évoque notamment les phrases qu'on emploie retracent ce que l'on vit. C'est-à-dire que les phrases s'incluent vraiment dans un quotidien. Elle évoquait dans une interview récemment aussi la phrase que disait son père souvent, c'est-à-dire « on ne va pas se plaindre, il y a toujours plus malheureux que nous ». C'est vraiment quelque chose, une sorte d'humilité aussi et de solidarité par rapport à d'autres ouvriers qui viennent d'une classe sociale également où en fait il y a une grande précarité sociale et économique. Son père ne parlait pas le langage de la classe dominante, c'est quelque chose qu'elle retrace également dans son livre, en disant qu'il parlait le patois, mais au-delà même de la langue en tant que véhicule des atouts sociaux, c'est aussi la manière d'utiliser certains mots au lieu d'autres. C'est quelque chose qui est un tout et qu'elle explique assez bien dans cet ouvrage. Au-delà même de la langue, en fait. C'est quelque chose, son père, qui est quelqu'un qui travaillait de ses mains, quand il parlait de travail intellectuel, déjà, il parlait de travail de chapeau, et il ressentait presque une honte quand sa fille, à 17 ans, ne travaillait pas encore, travaillait dans le sens travail manuel, parce qu'en fait, il disait toujours le travail en tant que travail est forcément un travail manuel,
Et le travail intellectuel, c'est de l'apprentissage. Donc, il ne disait pas tu travailles bien à l'école, il disait tu apprends bien. Donc, encore une fois, on revient sur l'usage des mots qui définissent aussi la manière dont on peut analyser voilà, une situation sociale comparée à une autre. Il considérait aussi le travail intellectuel comme quelque chose qui ne serait peut-être pas du vrai travail, dans le sens où on peut tricher si on fait un travail intellectuel, alors qu'on ne pourrait pas tricher, selon lui, si on fait un travail manuel. Et donc, tout ça s'inscrit aussi, je dirais, dans une manière de voir la société avec le travail, enfin, toute la révolution industrielle qui a eu lieu et l'exode rural qui en a découlé. Donc, le fait d'avoir nommé Annie Ernaux prix Nobel de littérature 2022 dans une situation actuelle où on a les raffineries qui sont en grève et une grève généralisée qui est prévue pour demain, il me semble, donc le 18 octobre. Pour moi, c'est un symbole très fort parce qu'on ne peut pas séparer la personne de l'œuvre et c'est une personne qui a vécu en fait cette lutte des classes au sein même de sa famille et qui emploie, je dirais, qui appelle un chat dans le sens où elle parle vraiment de termes comme voilà, la classe dominante et la violence en fait que peut éprouver quelqu'un qui change ou qui change de classe sociale via l'ascension sociale qu'elle-même a vécue aussi en étant fille d'ouvrière, puis justement écrivaine. Voilà, donc pour moi, ça semblait très important de revenir là-dessus. Et je vais pouvoir laisser la main à Mathias ou Maxime pour la suite. Ah bah, mille merci Asma, c'est très inspirant également, non? Est-ce que tu aurais quelques titres à mentionner peut-être à part la place? Alors, il y a différents. Elle a écrit beaucoup de livres. On pourra les mettre notamment en description de cette vidéo. Il y a aussi les armoires vides qui reviennent justement sur voilà tout ce qu'elle a vécu. Elle, bon, ça retrace plus la sexualité d'une jeune adolescente, voilà, qui a des rapports non consentis. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant de voir comment on s'épanouit en tant que femme après avoir vécu de la violence sexiste et sexuelle. Et je pense que c'est aussi assez actuel.